c'est Xend et je n'ai pas de prompteur, donc du coup je vais regarder très souvent comme ça, malheureusement parce que pour lire mon texte, tout simplement, parce que voilà, aujourd'hui c'est une vidéo bien produite et écrite surtout, donc je lis mon texte et donc du coup j'ai pas de prompteur, donc je serai comme ça, désolé, mais du coup voilà. On y va. J'adore le jeu vidéo. Mais je n'aime pas du tout ce qu'est le paysage global du gros jeu vidéo actuel depuis plus de 10 ans maintenant. Vous savez, tout ce qui est AAA, voire AA, où tu joues un personnage surpuissant dans un univers exprès créé pour lui, et qui te prend par la main toutes les 5 secondes avec des textures qui t'indiquent par où aller. Ou alors le fameux « Oh, heureusement qu'il y avait une charrette ici qui est de manière fortuite, parfaitement orientée pour me dire que je peux monter dessus, ensuite pour atteindre la corniche, pour ensuite aller atteindre cet objet qui est complètement inutile mais qui est quand même caché. » Bref, je déteste les jeux qui te hurlent que ce sont des jeux. Et plutôt que de parler de jeux que je déteste, et de lister pourquoi je les déteste, je préfère faire dans cette vidéo un éloge à une licence en proposant ce qui, pour moi, serait le meilleur jeu vidéo pour cette dernière. Et comme j'adore Pokémon, aujourd'hui, on plonge dans cet univers fantastique et regardons ce qu'on peut réaliser comme concept de gameplay, level design et d'histoire, etc., etc. Je ne veux pas faire une liste de tout ce qui pourrait être fait dans un jeu Pokémon, mais je veux bien vous proposer un jeu complet, concret et solide du début à la fin. C'est parti. La carte des lieux de l'environnement. On va commencer par la map, parce que dans un jeu Pokémon, on parle avant tout de... Pokémon, c'est bien, vous suivez. Et chaque Pokémon est adapté à son environnement, à quelques exceptions près, mais on va y revenir. Donc, le dit environnement est très important dans un jeu Pokémon. Et contrairement à Pokémon Écarlate et Violet, où le terrain est avant tout adapté à la progression du joueur, il y a des montagnes pour bloquer la progression du joueur, il y a des ruisseaux pour bloquer la progression du joueur, etc., etc. Ou alors dans Pokémon Go, où on trouve toutes sortes de Pokémon, peu importe dans quel environnement réel on se trouve. Ici, il devrait être adapté à la vie humaine et à la vie des Pokémon sauvages. Je propose donc cette map. On a une immense ville type capitale côtière au milieu, genre Tokyo par exemple. C'est la seule ville de la map, mais qui serait vraiment immense, hein. Genre tu vois la map de l'île de Manhattan dans Spider-Man PS4 ? Bah genre 2 voire 3 fois ça. Cette ville sera une capitale humaine classique, à l'exception du fait que les Pokémon sont utilisés pour certaines tâches, comme produire de l'électricité, ou chauffer, ou refroidir les domiciles en fonction des températures extérieures, etc., etc. Il y aurait plusieurs quartiers et chaque quartier aurait son arène. Et dans le centre-ville, il y aurait la Ligue avec un giga-stade Pokémon, tel nos stades de foot à nous. Je reviendrai sur les spécificités de la ville plus tard, quand on abordera les détails de l'univers que je veux mettre en place. Puisque cette capitale est côtière, il y aura des docks et des plages donnant sur un océan. Ainsi, la moitié de la map sera cet océan avec quelques îles par-ci par-là, dont une plus grosse que les autres qui abritera son propre biome. Et sur la moitié nord de la map, on aura des plaines à perte de vue, des collines et une forêt immense, peu, voire pas du tout aménagée, dans laquelle se trouve un lac. Pour finir, un fleuve viendra scinder la map et la ville en deux dans le quart nord-est. Donc, pour résumer, il y a au centre de la map une immense ville où la très grosse majorité de l'activité humaine sera concentrée. Plus on s'éloignera de la ville, plus cette activité sera réduite jusqu'à arriver dans des zones complètement sauvages, avec une forêt et un lac au nord et quelques îles et un océan profond au sud. J'ai voulu qu'une seule ville, car plutôt que de me concentrer sur un pays entier comme le font les jeux officiels Pokémon, je préfère me concentrer sur une région. J'ai toujours trouvé ridicule un pays aussi petit avec des villes aussi petites réparties par-ci par-là, autant tout regrouper et laisser plus de place aux étendues sauvages. Bien, maintenant qu'on a la map, il faut la peupler. Le lore et les Pokémon. Il y a deux types de Pokémon, les sauvages et les autres. Dans les Pokémon sauvages, il y a ceux qui sont proches de l'activité humaine, voire même urbaine, comme les Rattata, les Tanmorve, les Poichijon, les Miaous, et d'autres, ainsi que toutes leurs évolutions respectives. Tous ceux-ci seront donc trouvables de manière sauvage dans la ville et vivront en communion avec les hommes. On peut aussi imaginer des petites ruelles lugubres où trôneraient des Fantominus, ou Mimikyu, ou autres Zorua sauvages.
De plus, la ville aura quelques parcs propices à la vie de certains Pokémon plantes. Donc il y aura vraiment pas mal de petits Pokémon urbains qu'on pourra trouver à l'état sauvage dans la ville. En plus de ces derniers, il y aura bien évidemment les Pokémon qui sont dressés et ou exploités par les humains. Ça ira des petits Pokémon de compagnie comme Miaous encore une fois, mais aussi Ponchio, Patachio, Voltoutou, Evoli pour les plus riches. Oui, on y reviendra dans le prochain paragraphe. Mais aussi de Pokémon plus utiles, comme des Machoke et des Charpentis pour aider les ouvriers, et toutes sortes de Pokémon pour les dresseurs spécialisés dans les combats, etc. etc. De plus, il y aura des Pokémon clairement exploités dans des usines de production électrique ou de chaudières ou climatiseurs centrales par exemple. Côté plage, il y aura des bacs à boue et des trépassables, des Goélis et toutes sortes de petits Pokémon aquatiques comme Hippotrampe, Starry, Otaria, Tentacool, Dauphin, etc., etc., etc. Et plus on ira dans les eaux profondes, plus on aura des Pokémon aquatiques sauvages comme des Walmer, Loclas, Sharpedo, Poissirène et Poisson-Roi. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi l'un était l'évolution de l'autre. Ça aurait dû être, à mon avis, comme Nidorino et Nidorina. Bref. Évidemment, il y aura tout un écosystème marin et sous-marin lié à l'océan profond. De plus, grâce aux fleuves vers la ville, on pourra retrouver des Pokémon comme Magikarp ou Barloche, etc. Et plus on remontera le fleuve, plus on tombera sur des Pokémon balèzes et sauvages. Enfin, dans les plaines, il y aura toutes sortes de Pokémon sauvages comme des Tauros, Evoli, Tiboudet, Pikachu, jusqu'à arriver à la forêt qui recueillera beaucoup de Pokémon qui ont besoin de la nature brute pour vivre et qui hésiteront pas à attaquer tout humain suspect comme Ursaring, Chelours, Sac de Nœuds, Dardagnan, Boustiflore, etc., etc. Et donc pareil, il y aura tout un écosystème. Bref, on pourrait passer des heures à prendre chacun des 1008 Pokémon existants à ce jour et discuter de s'ils sont pertinents sur une telle map ou non, et les placer précisément sur cette dernière, ou s'ils seraient importés d'autres régions par des dresseurs riches. Continuons naturellement avec... le lore et les humains. Grâce à cette rubrique, on va pouvoir établir tous les liens sociaux, politiques, écologiques, moraux entre humains et Pokémon, mais aussi entre humains eux-mêmes. Commençons avec les dresseurs de Pokémon. Il y en a de deux types. Ceux qui veulent devenir les plus forts en combat Pokémon, et ceux qui veulent les étudier. Chez les premiers, il y a toutes sortes d'échelons à parcourir avant d'atteindre la ligue. Il y aura des petits clubs de quartier où des enfants viendront s'inscrire et à qui on leur prêtera des Pokémon appartenant au club pour se faire une première expérience avec le combat Pokémon. Puis, une fois un stade assez élevé, chaque dresseur avancé pourra soit acheter un Pokémon, on y reviendra, soit aller le capturer lui-même. Évidemment, plus le Pokémon sera puissant, plus il sera cher ou dur à capturer. Et ici, plutôt qu'un nombre de badges précis pour se faire obéir d'un Pokémon, ça sera par le gameplay que ça se montrera. À la place des combats habituels de Pokémon, ici on prendra le contrôle du Pokémon pour combattre avec lui, comme dans un Pokken par exemple. Et en fonction du niveau du dresseur, le Pokémon pourra agir et son moveset sera agrandi. Mais si le Pokémon déchaîne trop de pouvoir et que son maître est débutant, il en perdra le contrôle et sera disqualifié, et une brigade d'intervention devra venir calmer le Pokémon enragé. Le niveau de bonheur sera aussi très important. Plus un Pokémon aime son dresseur, plus ce dernier aura le contrôle dessus, mais moins il frappera fort. A l'inverse, plus un Pokémon le déteste, et plus il sera puissant, mais deviendra hors de contrôle super vite. Ainsi, les dresseurs devront s'affronter dans des petits tournois amateurs pour gagner en expérience avant de tenter la moindre arène. Car contrairement aux jeux classiques, ici, les champions d'arène seront vraiment des champions, c'est-à-dire avec 6 Pokémon niveau 100, qui t'attendent pour que tu essayes de prendre leur titre. Évidemment, ce seront des dresseurs renommés et très riches grâce à leur activité, donc ils auront des Pokémon vraiment balèzes. Ainsi, obtenir les badges d'arène seront vraiment un défi ardu. Mais, une fois tous les badges obtenus, direction la ligue avec des combats de haute voltige, tout sera retransmis sur la chaîne TV nationale numéro 1, et ça se compose en 3 temps. Première étape, un tournoi entre participants qui veulent le titre de maître de la ligue. Une défaite est éliminatoire, directe. Et chaque dresseur sera aléatoire à chaque fois. Donc, on ne saura jamais sur quel Pokémon on tombera. Et tous auront tous les badges, donc auront un level très élevé. Une fois un vainqueur désigné, il devra affronter le conseil des 4,
4 dresseurs surpuissants, des légendes du pays. Si le challenger arrive à les battre, il affrontera alors le maître de la ligue, le plus puissant de tout le pays. Là où le conseil des 4 restera globalement le même, car ce sont eux qui organisent l'événement et qui fixent les règles, le titre de champion est très convoité, donc ne peut être maître que le ou la meilleur de tous ceux avant il ou elle. Si le challenger gagne, il deviendra alors le nouveau champion et sera tenu d'être présent lors du prochain événement qui se tiendra toutes les 2 semaines in-game. Oui, même s'il perd, il devra attendre 2 semaines pour retenter sa chance. Et le champion est obligé d'être présent toutes les prochaines fois pour remettre son titre en jeu, même si souvent le conseil des 4 aura balayé les challengers. D'ailleurs, on peut imaginer que la ligue soit multijoueur. Le tournoi du début se fait entre joueurs, ensuite le conseil des 4 sont des PNJ qui sont là pour contrôler que le niveau du gagnant du tournoi est vraiment à la hauteur, puis le maître est un joueur ou une joueuse, et pour tous les joueurs et joueuses, ce sera la même instance, un seul gros événement. Un seul pourra prendre le titre de maître. Ainsi, il y aura un défi motivant pour tous qui aura son intérêt constamment, et en bonus, ça créera l'illusion que la ville fourmille d'autant de monde et de dresseurs avides de combat. Du côté des dresseurs qui veulent étudier les Pokémon, leur préoccupation sera naturellement complètement différente. De toute évidence, il faudra remplir le Pokédex. Mais il ne faudra pas capturer les Pokémon pour remplir leur page. Ils devront prendre en photo les Pokémon avec leur smartphone et l'application Pokédex dans un premier temps. Une fois qu'une personne aura rencontré et enregistré 100 Pokémon différents ou plus, il pourra alors se présenter au laboratoire de recherche Pokémon pour obtenir son brevet de chercheur Pokémon et un Pokédex plus moderne qui permet de scanner les Pokémon pour les analyser. Évidemment, l'application sera toujours possible d'être utilisée en complément et ou pour commencer à remplir des pages sur des Pokémon sauvages très agressifs. Évidemment, c'est plus facile de prendre en photo de loin un Pokémon sauvage agressif que de se rapprocher au plus proche pour le scanner. Mais pour avoir le charme chroma, parce que oui, il y aura le charme chroma dans mon jeu parfait, il faudra scanner toutes les espèces Pokémon existantes dans la région. Et c'est un travail de longue haleine et important pour recenser tout type de Pokémon et comprendre tous leurs mystères. Ce qui inclut les Pokémon n'existant qu'en un seul exemplaire. Évidemment, les Pokémon légendaires, qui d'ailleurs ne pourront jamais être capturés par quiconque, sauf peut-être le plus riche de la ville qui contrôle tout et qui s'en fout des Pokémon, il veut le pouvoir, il veut le contrôle, donc il utilise tous les moyens peu moraux pour réussir l'exploit d'attraper un Pokémon légendaire, mais ça aura des conséquences sur l'environnement, mais ça inclut aussi les Pokémon importés dans la région où le jeu se passe par les dresseurs les plus puissants qui auront acheté les 10 Pokémon venant de régions étrangères. Donc le chercheur devra passer du temps avec chaque dresseur combattant pour espérer scanner les plus rares. Une fois le charme chroma obtenu, les chercheurs reçoivent des lunettes spéciales qui leur permettent de voir directement si un Pokémon a déjà été scanné ou non. Et il devra scanner le plus de Pokémon possible pour faire le recensement des espèces. Et en parallèle, il devra en choisir une pour apprendre tous les secrets liés à celle-ci. Quelle est sa place dans l'environnement, comment elle se nourrit, est-ce qu'elle vit en groupe, en famille ou seule, comment elle se défend contre les prédateurs, etc., etc. Voilà donc la mission principale des chercheurs. Évidemment, ils peuvent aussi servir de consultants pour différents organismes, pour savoir comment régler certaines tensions entre humains et Pokémon, ou pour transmettre leur savoir. On y vient. Qui dit achat de Pokémon, dit offre de Pokémon sauvages. Et donc évidemment, il existe tout un marché plus ou moins légal qui permet de faire le commerce de Pokémon sauvages aux dresseurs avides de nouveautés dans leur collection. Du côté illégal, il y a les éleveurs qui reproduisent des Pokémon. Certaines fermes sont spécialisées dans les Pokémon agricoles, pour les quelques fermes à l'extérieur de la ville qui produisent de la nourriture pour la ville. D'autres sont spécialisées dans les Pokémon mignons pour servir d'animal de compagnie. D'autres pour les Pokémon utilisés dans les centrales électriques et autres, d'autres dans les Pokémon très faciles à reproduire pour faire de la viande pour les humains,
et oui, et d'autres sont spécialisés dans l'élevage de Pokémon compétitifs. Ce sont eux qui font des Pokémon 6IV avec les bonnes V montées comme il faut, etc., etc. Du côté beaucoup moins légal, il y a les braconniers, qui n'hésiteront pas à s'aventurer dans les contrées sauvages avec leurs immenses sabots et capturer tout Pokémon un semblant puissant. Évidemment, les Pokémon Focus seront les Pokémon populaires, et donc les Pokémon des champions, du Conseil des 4 et du Maître de la Ligue. Mais aussi tout dresseur un minimum populaire et médiatisé. Et au fur et à mesure du temps qui passe, tout ceci va varier. Les champions vont se succéder, les maîtres de ligue encore plus, et le Conseil des 4, si leurs membres ne seront pas toujours renouvelés, leurs Pokémon, eux, le seront. Ainsi, les braconniers braconneront tout ce qui pourront leur rapporter des thunes en fonction de la demande, qui donc, elle, est en fonction de la tendance actuelle. Évidemment, qui dit braconnier et ou combat et ou exploitation de Pokémon dit association ayant pour but de les protéger. Donc il existera ce genre de groupe prêt à tout pour libérer les Pokémon. Louable cause qui sera pourtant pavée d'énormes embûches. Ils devront faire face à des lobbies puissants qui promeuvent les combats Pokémon par exemple. Tu penses bien qu'avec toutes les chaînes TV existantes retransmettant à chaque instant tous les combats Pokémon, ça va pas être facile de les faire condamner en mode en fait, on voudra que vous arrêtiez de faire des combats parce que c'est pas gentil, puis en plus les Pokémon ils souffrent s'il vous plaît. Donc ils doivent trouver des moyens de combattre et ce sans Pokémon. Et ce sera par de l'éducation, des manifs, des distributions de tracts, des apparitions publiques, des grèves devant les bâtiments du gouvernement pour essayer de faire voter des lois. Et d'ailleurs, ça marchera quelquefois, car après de multiples opérations, pour obtenir des informations sur les Pokéballs, ils auront découvert que plus une Pokéball a un taux de capture élevé, plus elle blesse physiquement le Pokémon qu'on tente de capturer pour le soumettre. C'est invisible pour les consommateurs, mais pas moins réel pour les Pokémon. Ça, c'est ce qui explique ces taux de capture. Ainsi, au tout début du jeu, le joueur ou la joueuse pourra apprendre au journal télévisé qu'une loi est passée pour interdire à la vente et l'utilisation les Master Balls jugées beaucoup trop monstrueuses, car certains témoignages parlent même de Pokémon étant tués dans ce genre de ball. Et évidemment, ces associations tenteront de saboter les actions des braconniers et de militer envers les élevages trop intensifs et peu regardants sur les conditions des Pokémon. Et en fonction de leur lutte, ils sont aidés ou non par des structures officielles comme la police pour appréhender les braconniers, les labos et les écoles pour accumuler du savoir sur les Pokémon pour les vulgariser afin d'éduquer le public dessus, les hôpitaux Pokémon pour venir en aide aux individus secourus, etc., etc. Mais dans certains autres cas, ils seront seuls car aucune loi ne viendra les soutenir dans leur lutte et ou pour leur donner des droits. Et pour finir ce chapitre, tous les services publics comme la police, les hôpitaux et l'école sont aussi représentés dans ce jeu. Pour la police, chaque personne voulant entrer dans les forces de l'ordre doit passer un examen complet et apprendre les plus grands délits qui sévissent dans la ville pour mieux les reconnaître en situation. Puis, une fois admis, ils se verront confier un caninos entraîné spécialement pour combattre le crime. Les meilleurs dresseurs et dresseuses se voient attribuer une promotion et reçoivent en bonus une pierre feu. Évidemment, ils sont libres d'avoir d'autres Pokémon pour les aider, mais ils sont à la charge de l'individu, et seul le caninos est assuré en cas de blessure dans l'exercice de ses fonctions. Du côté des infirmières et des infirmiers, ils doivent passer des concours pour avoir du savoir sur les Pokémon pour les soigner correctement. Les meilleurs d'entre eux savent soigner tout type de Pokémon de toute région. De quoi venir en aide à des touristes venant d'autres contrées qui auraient des Pokémon malades ou à un Pokémon exotique arrivé illégalement sur le territoire qui aurait été secouru par des associations. Évidemment, les candidats infirmiers et infirmières se verront confier un Pokémon pour les aider dans leurs tâches, un petit ravi en l'occurrence, qui évoluera en fonction du niveau de son maître qui, lors d'une promotion, obtiendra une pierre ovale. Enfin pour les profs, c'est pareil. Concours, sujet d'étude, obtention du diplôme, attribution d'un Pokémon. Ici c'est moins spécifique d'ailleurs et ça peut être tout type de Pokémon et ce sera très souvent un Pokémon récupéré dans un refuge. Et les joueurs et joueuses dans tout ça, qu'est-ce qu'ils font ? Les joueurs et les joueuses. Eh bien exactement ce qu'ils veulent. Tout ce que je viens de faire depuis le début de la vidéo, c'est de détailler l'univers, pour vous montrer qu'il vit, qu'il bat, et y compris sans la joueuse ou le joueur. Ainsi, ils et elles seront amenés à suivre leur voie,
mais pas par le scénario qui les pousse dans une direction ou une autre, mais par l'univers lui-même qui se présentera à eux. Et en fonction de leur manière de jouer, ils vont tomber sur une boucle de gameplay ou une autre. Ainsi, si une joueuse est attirée par l'aspect combat de Pokémon, elle sera attirée par les émissions qui retransmettent les combats d'arène et de ligue. De toute manière, toute la ville est financée par les revenus générés par les combats Pokémon de haut niveau. Donc, il y a de la pub et des médias qui en parlent tout le temps dans toute la ville. Elle s'intéressera alors aux associations qui proposent des initiations aux combats Pokémon, puis montera en niveau, et pas seulement le Pokémon, mais aussi la joueuse elle-même, non seulement en montant les échelons, mais aussi en tant que personne qui joue, grâce à l'apprentissage et l'évolution constante du gameplay de ces Pokémon. Et le but ultime, c'est de devenir le maître de la ligue. Mais encore une fois, quand on est maître de ligue, on est obligé de remettre son titre en jeu toutes les 2 semaines in-game. Donc, choisir le combat Pokémon de haut niveau, c'est dédier tout son gameplay rien qu'à ça. Après, évidemment, elle peut choisir de se contenter de faire des combats dans des tournois plus petits, ou s'arrêter après avoir obtenu tous les badges, pour ensuite explorer de nouvelles pistes, de nouvelles envies. Un autre exemple, si un joueur s'intéresse à la cuisine pour Pokémon, il pourra alors postuler dans un petit restaurant spécialisé pour apprendre des petits plats, pour ensuite grandir et devenir un grand cuisinier qui part à la recherche de nouveaux ingrédients de grande qualité pour élaborer de nouvelles recettes. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Évidemment, ils et elles peuvent devenir policiers, infirmiers, chercheuses de shiny, militants pour des associations, braconnières, oui, même braconnières si elle le souhaite, si son plaisir dans ce jeu vidéo c'est de gagner des thunes avec des Pokémon rares directement prélevés dans la nature de manière illégale, elle le peut. Mais aussi masseur de Pokémon, aventurière, collectionneuse, éleveur, étudiant, journaliste, peu importe les envies qu'une personne veut assouvir avec ou sans Pokémon, il y aura un gameplay pour. Et même si elle ne choisit pas de faire certaines branches, surtout que certaines sont clairement pas compatibles, donc elle peut pas faire tout, aucun joueur ne pourra tout faire dans le jeu, l'univers évoluera quand même. Même s'il n'est pas combattant Pokémon, le maître de la ligue va régulièrement changer. Même si elle ne fait pas de recherche Pokémon, de nouvelles connaissances Pokémon seront découvertes et seront ensuite diffusées dans les médias de manière plus ou moins fiable. Même s'ils ne militent pas dans des associations, elles continueront leur lutte et remporteront des victoires. L'univers vit. La ville est un cœur et le sang sont les habitants qui combattront, lutteront, exploreront, cuisineront, chercheront, avec ou sans vous. 3 petites précisions pour finir cette partie. Premièrement, tout est fait pour que personne n'ait à quitter la ville pour assouvir ses besoins et ses envies. Et la ville étant énorme, si une joueuse voudra sortir de la ville pour aller à la rencontre de Pokémon sauvages, il faudra qu'elle en ait vraiment envie. Il n'y aura aucun TP possible d'un endroit à l'autre. Par contre, on pourra monter n'importe lequel de nos Pokémon capables de supporter le poids d'un humain. Et il y aura même des entreprises qui loueront des Pokémontures, et d'autres spécialisées dans la vente d'accessoires pour monter ces Pokémon. Tout ça pour dire que la ville est vraiment vivante, et que c'est un monstre qui retient tout, qui corrompt tout. Pour s'en sortir, ça va demander un réel effort du joueur ou de la joueuse. Aussi bien certains joueurs, peut-être même la majorité, resteront toute leur partie dans la ville. Deuxième point, en fonction de la voie choisie, les ennemis seront naturellement pas les mêmes. Si vous êtes braconnier, les ennemis seront les Pokémon sauvages, bien vénères, et la police, et les membres d'associations. Mais si vous êtes policière, vous combattrez des braconniers, des membres d'associations trop investis dans la cause, des voleurs et autres brigands, etc., etc. Et dernier point, même si le monde vit sans vous, vous laisserez un impact dans ce dernier quand même. Si vous êtes une combattante et que vous devenez populaire, voire même maître de la ligue, tous les enfants voudront les mêmes Pokémon que vous. Donc les élevages vont élever ces Pokémon-là en priorité, les braconniers vont braconner ces Pokémon-là en priorité, les enfants voudront acheter ces Pokémon-là en priorité, et donc quand la mode aura changé, ce sont ces Pokémon-là qui seront le plus abandonnés. Donc en dehors des médias et du public qui vont vous solliciter et vous acclamer et vous citer,
vous aurez un réel impact dans le système. Pareil, si vous êtes chercheur, vos recherches pourront permettre à des associations de mieux expliquer ce que sont les Pokémon au grand public, et donc sensibiliser plus de monde, et donc faire passer plus de lois pour aider à préserver les Pokémon. Ou, au contraire, pourront attirer de nouveaux profiteurs qui viendront monétiser des découvertes que vous avez faites. Par exemple, si vous découvrez un Pokémon capable de sécréter un fluide qui permet aux humains de rajeunir, exemple complètement pris au hasard et pas du tout en rapport avec un film qui est sorti au cinéma il y a pas longtemps, et bien forcément que certaines personnes voudront en profiter et chasseront ou élèveront en masse ces Pokémon. Et enfin, si vous êtes membre d'association, le fait de lutter et de mettre vos problématiques de plein de manières différentes dans le domaine public va forcément faire changer des choses. Surtout si vous utilisez des bombes pour détruire les élevages ou les bâtiments importants de la Ligue Pokémon pour essayer de faire arrêter ces activités. Bref, vous aurez un vrai impact sur le monde, et ce dernier ne sera pas noir ou blanc, mais fait de beaucoup plus que de 50 nuances de gris. Conclusion. Ça, t'as raison, elle est passée à la menthe, ça fait du bien. Voilà donc le jeu Pokémon que je propose. Et encore, je me suis limité à des composantes principales, mais il y a tellement de choses qu'on pourrait aborder supplémentaires. Et donc ce jeu, pour moi, il serait parfait. Un jeu où on est libre de tout, où on pourra réellement faire les arènes ou non, dans l'ordre qu'on veut ou non, car elles auront toutes la même difficulté. Où on aura le choix de faire des choses ou non, en fonction de nos intérêts, et choisir là où on veut être, choisir là où on veut agir, explorer de nouvelles expériences avec ou sans Pokémon dans un monde où ils existent, explorer ce qui serait vraiment une société humaine avec des Pokémon, avoir un monde en constante évolution, même sans nous, raconter plein de choses à travers ses choix et surtout, vivre son aventure que aucun autre joueur et joueuse n'aura jamais. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'ai passé beaucoup de temps à imaginer et produire cette vidéo, donc si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à la partager en masse avec tout le monde. Tout le monde, même ceux que vous connaissez pas d'ailleurs. J'ai pour projet de faire ce genre de vidéo sur différentes licences ou différents types de jeux, mais j'espère que vous l'aurez compris, avec cette vidéo, mon focus et mon angle d'approche, c'est l'interactivité entre le joueur et le jeu, et entre le personnage qu'on joue et son univers. Pousser la barrière des limites narratives d'un jeu, pour moi, c'est fini la course au graphisme de plus en plus réaliste dans les jeux vidéo. La priorité maintenant, c'est d'utiliser les ressources de nos machines pour augmenter le nombre de PNJ affichés à l'écran, affiner les IA et créer un monde persistant qui garde les cicatrices de nos actions des plus petites aux plus importantes. Si ce genre de concept vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et sinon, je stream assez souvent sur Twitch où je joue à des jeux vidéo qui soit me sont chers, soit que je ne connais pas et que je découvre en stream. Donc n'hésitez pas à passer si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Sur ce, passez une bonne journée, soirée, nuit, en fonction de là où vous en êtes dans votre vie, et puis à plus. Bye.